Chapitre 3. La grande école. Les sentiers. Précisons les petits sentiers. C'était ma voie d'accès à l'asile. On la suivait d'ordinaire en troupe, tous les gamins de la Croix de Pierre, garçons et filles, sans parents pour nous escorter, les grands tirant les petits par la main. Imaginez une sente agreste qui s'insinuait au cœur du bourg, desservant les jardins au revers des maisons. Elle s'insinuait et elle sinuait avec des caprices, des retours, des ramifications, des étranglements, des dilatations imprévues. Des grillages la bordaient, des palissades à claire-voie, des haies, ici un jardin touffu où le chant des rossignols emplissait la nuit de mai, toute la nuit, jusqu'à ma chambre d'enfant. Là, un chantier plein de grumes pesantes, où souvent deux sieurs de long, l'un à terre, l'autre debout, à mi-ciel, sur le tronc d'arbre équarri, tiraient le long ruban d'acier dans les giclées de sueur et l'odeur âcre du than frais. C'était familier et vivant, toujours nouveau, toujours amical. Nous y aimions la neige d'hiver, les petits soucis des vignes, les sureaux dont les branches creuses, patiemment vidées de leurs moelle, donnaient aux garçons des canons à balles de chanvre. Les robiniers aux feuilles ovales qui musiquaient entre nos pouces serrés et dont les longs pétioles aux mains des filles devenaient des bracelets, des colliers, des diadèmes, des liens fragiles qu'elles nous passaient au cou dans l'espoir de nous enchaîner. Déjà. Un vrai petit monde humain. On le voit avec ses rires et ses pleurs, ses rivalités, ses amours, ses jalousies, ses tendresses, ses drames, qui ne semblent menus qu'aux grandes personnes qui les ont oubliés. En même temps qu'à lire, à écrire, à compter, nous apprenions à ouvrir les yeux sur la nature, le monde, des coccinelles, des hannetons et des papillons, sur les travaux des hommes, les écuries de l'aubergiste, le long boyau herbu où le cordier tournait sa roue. C'est là aussi que la révélation de l'art, de son pouvoir incantatoire et magique, m'a été inoubliablement donnée. Il a suffi d'une adjointe, d'un tableau noir, de quelques bâtons de craie, une rose, un bleu, un vert, un brun. J'ai vu cette grande fille, aux mains rouges, pas jolie, aux cheveux un peu crépelés, aux joues encore adolescentes, rebondies, fagotées dans un grossier carrick. Il ne faisait pas chaud dans la classe. Créer sous nos yeux un univers, y animer des créatures. Elle venait de nous lire une fable de La Fontaine. Et voici que du tableau noir, un étang bleu naissait, avec ses joncs, ses nénuphars, sa frémissante fluidité. La grenouille arquait son dos, bandait ses longues pattes de sauteuse. La queue du rat se raidissait à son épaule, comme le trait, la bouline des pêcheurs allant leur tout dans le courant. Elle l'entraînait sous l'eau profonde, criant en vain, déjà noyé, pauvre rat. Mais ce point brun là-bas, au fond du ciel, c'est le Milan. Le voilà. Il plane, il darde son regard perçant, il va fondre, il fond, il s'abat, il enlève dans ses serres la grenouille liée à son captif. Ah, je haletais. J'étais ravi, moi aussi captif, envoûté. Mon cœur brûlait de gratitude. J'aurais voulu crier à mademoiselle Suzanne mon admiration, mon amour, baiser les engelures de ses mains, ses grosses mains, ses mains magiciennes. Et je sentais dans le même moment la fragilité de son œuvre, cette poussière de craie menacée, vouée à un prochain effacement. J'étais triste. Je mesurais mon impuissance de petit homme.
à moi qui ne sauverais pas ce chef-d'œuvre, qui le sentais désespérément, quand j'eusse voulu, avec quelle ferveur lui assurer l'éternité. J'ai eu 5 ans, bientôt 6 ans. Le temps était venu de dire adieu à l'asile, au petit sentier, d'entrer à la grande école. Je me revois le premier jour, la main dans la main de mon père, le cœur battant. J'étais un homme. Mon père me l'avait dit, je serais ferme et courageux. Mais j'imagine sans peine aujourd'hui, toute proportion gardée bien sûr, et compte tenu d'un âge si tendre, le jeune Romain, à l'instant de passer, bordé de pourpre sa robe prétexte, le jeune noir s'enfonçant dans la brousse pour les initiations rituelles. La grande école était toute petite, ou plutôt ramassée sur elle-même. Une grille rouillée, une cour, les salles de classe à droite, un préau poudreux à gauche. Au fond, une murette de briques séparant de la cour le potager du directeur, le père Puy. Et par-delà ce potager, la maison de ce haut personnage, tout-puissant, redouté, redoutable. C'était un temps très dur encore. Je l'entends au sens de peu douillet, d'endurant. Car la politesse y était grande, attentive et même raffinée, constamment soucieuse des égards, de l'obligeance et de la gentillesse qu'un chacun doit à ses semblables. Mais on y avait froid l'hiver, on s'éclairait chichement. La nuit venue, je me rappelle un de mes camarades, très tôt orphelin de père, qu'un grand-oncle, ancien marinier, avait accueilli sous son toit, avec son frère et sa maman. Ces vieilles maisons de mariniers, c'étaient les plus belles du bourg, bâties au temps d'une prospérité que le chemin de fer avait tuée. Mais elles étaient glaciales et sombres. Les 2 gamins, le soir, travaillaient à la faible lueur d'une chandelle, une seule chandelle, tout contre l'âtre, où s'éteignaient les dernières braises. Quand le vieil homme était couché, la maman, sur la pointe des pieds, allait quérir une seconde chandelle, épiant du seuil de la porte le ronflement de l'oncle endormi. Il était bonhomme, mais violent, et n'eut point accepté cette scandaleuse prodigalité. Glaciale, toutes les maisons l'étaient. L'hiver venu, sauf une pièce, la cuisine, et quelquefois chez les privilégiés, la salle à manger. Feu de bois, boulet de charbon dans une grille, c'était l'âtre. Le foyer qui ralliait toute la famille, on se rôtissait le bout du nez, la plante des pieds, les paumes, on cédait à l'appel du feu. Longtemps après, pendant la guerre, j'étais un homme, un soldat blessé. Et c'est quand même un souvenir d'enfance. Je revois ma grand-mère aux dernières années de sa vie, aussi fraîche, aussi doucement souriante. On était en hiver, le feu de boulet rougeoyait, et je tendais vers lui en bavardant ma main blessée, que le froid du dehors avait cruellement saisie. Une odeur soudaine me frappa, de chair rôtie, mon Dieu, appétissante. Au même instant, tout près, j'entendis un grésillement, un frémissement de beurre dans la poêle. Alors seulement, je m'avisai que ma main commençait à frire. Ainsi, plus anodinement bouillaient nos engelures enfantines, dans nos galoches, sous nos mitaines. Mais nous aimions l'hiver et ses jeux, les patinoires que les ruisseaux gelés nous offraient, tout le long des rues. Jamais enfance fut-elle plus joueuse. 4 fois le jour, les pavés des trottoirs sonnaient sous les semelles de nos galoches. Tous les rats, tous les flats des tambours de la fanfare ou de la clique des pompiers n'avaient plus de secret pour nous. Nous les scandions de nos claquettes, 2 minces lames de bois que nous serrions entre l'index et médius, entre médius et annulaire, et dont nous rythmions notre marche avec une virtuosité sans égale que notre frénésie. On galopait à l'allée
Au retour, on engouffrait le déjeuner dans la hâte d'arriver plus vite. La classe reprenait à 1 heure. À l'horloge du clocher, tout près, la demie de midi sonnait. Une demi-heure de jeu encore. La cour grouillait, débordait sur les marches des classes où rebondissaient les billes, les canettes sous le préau où ronflaient les toupies, les moines, ou des parieurs à mollets, nus, plus sérieux que des pontes à une table de baccarat, se livraient aux émotions des épingles. Qu'est-ce à dire? Eh bien, des épingles comme toutes les épingles, piquées sur des pelotes de papier que nous confectionnons de nos mains. On cachait 2 épingles au creux du poing droit serré, chacun des joueurs fournissant la sienne. Les 2 têtes opposées, c'était bêche. Les 2 têtes du même côté, que l'on m'excuse, c'était cul. Au parieur de deviner si il se penchait, cherchant à voir entre les doigts. Il se livrait parfois à d'étranges pratiques divinatoires, comme de mouiller ses index de salive, puis de les coller l'un à l'autre et de les écarter lentement. Et selon la viscosité, il se conciliait les dieux. Bêche! C'était bêche, en effet. À lui les 2 épingles et la banque. Mais parfois, hélas, c'était cul. Et le banquier raflait l'enjeu. Mais pourquoi toutes ces épingles? Pour le plaisir, pour la fièvre du jeu. On citait comme des bancos fameux des différences d'épingles mémorables. Au fond, peut-être la plupart de ces jeux étaient-ils ceux d'une race mercantile, ou plus exactement, encline à thésauriser. On thésaurisait les épingles, les canettes, les toupies de bois. L'adresse, l'audace, la chance désignaient les futurs vainqueurs, les bien armés, ceux que depuis ce temps-là, ou presque, je me plais à appeler les botteurs. Mais cela implique des bottées. De la maison du père Puy, longue masure basse, au toit de tuiles moussues, les pensionnaires sortaient un à un, à leur suite, le père Puy, son nez écarlate, sa moustache jaunie de nicotine. Il s'asseyait sur le mur teint de briques. Les sous-maîtres s'approchaient, le saluaient. Au beau jour, par la fenêtre ouverte, on voyait la mère Puy et sa bonne, la belle Juliette, qui desservait, rangeait la vaisselle. Tout débordait, les bruits, les odeurs, les serviettes de toilette aux lucarnes des mansardes. Le cours complémentaire était fameux loin à la ronde. De la Beauce, du Val de la Sologne rappliquaient de grands gars paysans, aux gros genoux, aux poignets épais, eux aussi débordant de leurs nippes. On avait juché sous le toit de la mairie proche, d'autres chez une logeuse du bourg, la mère Crollard, vieille fée carabosse et barbue, toujours en caraco, toujours coiffée d'un bonnet à bride, toujours une perle de roupie qui lui tremblait au bout du nez. 1 heure sonnait, tombait du clocher. Le sifflet du père Puy stridait « En rang !» Cela ne traînait pas. L'instant après, la cour était vide. Chaque classe ânonnait en cadence et berçait le quartier d'une immense rumeur studieuse. Mais soudain, d'une classe ou de l'autre ou d'une autre jaillissait un rugissement. Était-ce Puy? Était-ce Caragnou? Bordeville? Maîtres adjoints? Ils avaient tous le rugissement facile ou la torgnole tout aussi prompte. Tantôt la simple gifle, tantôt l'honorable fessée, suspendue au creux d'un bras vigoureux et gigotant en ruades vaines, tantôt, au moins aussi souvent, le coup de règle sur le bout des doigts joints, très sec, l'angle du bon côté. Pauvre gosse. Je pense aux petits doigts, aux engelures boursouflées des hivers. Mais qui se serait plaint, indigné? C'était ainsi, c'était dans l'ordre. Ces hommes-là n'y mettaient point de méchanceté. Ils étaient même, mais oui, relativement discrets.
Comment faire, disait-il, avec ces petites têtes de cochon? Peut-être aussi, et déjà certains parents l'auraient-ils d'aventure entendu d'une autre oreille. Les temps marchaient, l'esprit changeait, les plus saines traditions commençaient à se voir battues en brèche. Mais qu'un pensionnaire, un allié, un élève recommandé s'avisa d'affirmer sa tête, je me rappelle un neveu du père Puy, un certain Paulin Musard. Il n'était pas très bon sujet. Il avait la caboche un peu dure. Quelle danse! Je l'ai vu rouer de coups sur l'estrade, tambouriner de la badine, des mollets aux épaules et des épaules aux mollets, comme une carpette empoussiérée, hurlant, suppliant, grimaçant, défiguré par une bouillie de larmes, et, en face, toute une classe médusée. Une fois pourtant, une mémorable fois, la classe put voir le terrible père Puy déconcerté, presque interdit. Non par le triste Paulin Musard, mais par un autre recommandé. Celui-là s'appelait Roubine, madré, malin de ceux dont on dit en Sologne, il est plus roué, ce drôle, que les fesses d'un postillon. La citation est de circonstance. Roubine avait blindé sa culotte de fer blanc. Au premier coup qui s'abattit, une stupeur en même temps tomba. Quelle sonorité monstrueuse! Nul de nous n'en crut ses oreilles, ni le père Puy. La badine lui sauta des mains.